En plus, émission spéciale avec Monsieur Hubert Marlin Elengui Junior, qui est en Mhm, direct avec nous depuis la côte ouest des États-Unis à Seattle. Bonjour, merci mhm. d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur Radio Mayo et Campus. Merci de m'avoir chez vous euh, pour essayer d'apporter ma modeste contribution, un éclairage à la situation qui prévaut actuellement en Afghanistan. Alors Et effectivement, c'est le chaos mhm, dans ce pays depuis mhm, plusieurs jours. L'aéroport a été pris d'assaut. Les Européens mhm, sont en train de quitter à la hâte le pays. Les Afghans, mhm, ils ont peur pour l'avenir, pour la suite. mhm, Alors, est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous situer géographiquement l'Afghanistan? mhm. Oui, l'Afghanistan, déjà, c'est un pays enclavé, hein. C'est un pays de l'Asie qui est enclavé, qui a comme pays limitrophes des grands voisins, à savoir euh, l'Iran, le Pakistan, l'Iran euh, à l'est, et puis le Pakistan à l'ouest, et enfin, à l'est et l'ouest. Et puis, il y a au-dessus, il y a les républiques les anciennes républiques socialistes, qui sont l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan. Et c'est toujours des mots un peu difficiles à prononcer. Et puis, bien sûr, il y a cette bande, cette frontière entre la Chine et l'Afghanistan, une frontière d'environ 72 kilomètres. Cette frontière-là qui donne directement dans la province de Xinjiang. Et une province, nous en reviendrons au cours de cette émission, une province où justement il y a une minorité musulmane qui a maille à partir avec les autorités de Pékin. Alors, l'Afghanistan, c'est un pays enclavé qui n'a pas d'accès à la mer. Un pays d'environ, je pense, 652 000 kilomètres carrés et environ 38 millions d'habitants. Et 38 millions d'habitants, la majorité de la population, parce que on parlera bientôt hein, de la coloration ethnique du pays, eh bien, on a à peu près 32 à 38%, hein, si ethnie Pashtun, qui est vraiment celle qui vraiment forme la force qu'est le mouvement taliban aujourd'hui. Alors, c'est la majorité Pashtun qui est vraiment la force derrière le mouvement taliban. Et bien sûr, il y a des minorités hein, comme les Turkmènes, les Ouzbeks et bien sûr les chiites qui sont un autre mouvement enfin, qui existe en Afghanistan. Et bien sûr, il faut aussi rappeler hein, déjà que les talibans sont de confection sunnite. Parce qu'il faut, s'il faille faire une histoire sur les mouvements religieux, parce que justement, il n'y a pas de guerre en Afghanistan sans la religion, et il faut comprendre qu'il y a une minorité chiite en Afghanistan, et bien sûr, il y a une majorité sunnite, notamment dans l'ethnie Pashtun, qui est, euh, enfin, qui contrôle le mouvement taliban. Alors, euh, l'Afghanistan, c'est un pays, comme je le disais tantôt, hein, c'est un peu, comme on dit, le cimetière des civilisations. C'est une expression que beaucoup de mes confrères occidentaux emploient depuis. À titre de rappel, hein, par exemple, même à l'époque gréco-romaine, hein, Alexandre le Grand n'a pas pu s'y faire. Pareillement, d'ailleurs, à l'époque de la grandeur de la Grande-Bretagne, hein, quand la Grande-Bretagne était une grande puissance, elle a eu recours à pas moins de trois guerres anglo-afghanes. Et ces guerres anglo-afghanes-là, si elle a été victorieuse pendant les deux premières, la troisième guerre
Nous avons quelques petites coupures. les Afghanis. Mm, Et mm. oui, Oui, allez-y, allez-y. et justement, c'est une longue histoire parce que les Afghans sont des gens qui sont très jaloux de leur pays. Et on Ce en sont des reviendra d'ailleurs tout à patriotes. l'heure. C'est des patriotes nés, c'est des gens qui sont jaloux de leur tradition et jaloux de leur pays. C'est pourquoi, d'ailleurs, on verra tout à l'heure, hein, si on parle, par exemple, quand on parlera des conséquences et de l'extension des conséquences de ce mouvement-là et de ce que ça peut arriver, par exemple, avec sa collision frontale avec le mouvement de l'État islamique, hein, parce que pendant que l'État islamique veut euh, créer un califat, les Afghans et les talibans, eux, ils veulent plutôt avoir une souveraineté nationale. Alors, c'est là le point d'achoppement entre les talibans et l'État islamique. Donc, il y a cette réalité-là qu'il faut comprendre, à savoir que, comme je le disais tantôt, ça a été pareil, hein, parlant par exemple euh, euh, de la, du nationalisme afghan. L'Union soviétique, hein, en rentrant en Afghanistan en 1979, en est ressorti 10 ans plus tard avec une défaite. Et bien sûr, quelques années plus tard, ce fut une défaite encore plus grave, hein, avec le démantèlement, hein, de l'Empire soviétique. Alors, l'Afghanistan, c'est un peu, comme on dirait, hein, si je peux utiliser le jargon mafieux, c'est un caillou dans la chaussure. Et quand on a un caillou dans la chaussure, parfois, cela crée beaucoup de problèmes. Donc, c'est à peu près ça, enfin, s'il faille parler de la situation de l'Afghanistan et de l'état d'esprit des Afghans, c'est à savoir, un, c'est un pays enclavé, deux, les Afghans, en général, peu importe leur obédience politique ou religieuse, sont des gens qui sont jaloux de leur pays. Ils, ils voient toute force étrangère dans leur pays comme une occupation. Mm, mm. Et c'est pourquoi on a l'impression, hein, d'ailleurs, que les talibans ont eu un accès facile au pouvoir en 45 jours. Bon, ici, aux États-Unis, on disait que, bon, enfin, les Américains disaient on va quitter l'Afghanistan et ce ne sera pas évident que les talibans prennent aussitôt le pouvoir. On disait que cela ferait entre 6 mois et 18 mois. Et on n'était même pas sûr qu'ils arriveraient à Kaboul. Bon, et on parlera hein, bientôt, on parlera plus tard de pourquoi est-ce que l'armée afghane, hein, qui a été formée hein, et entraînée par les forces occidentales, pourquoi cette armée-là n'a pas été capable de contenir les talibans. Et je pense que là, ce n'est pas un mystère, mais c'est quelque chose qui peut s'expliquer sur plusieurs points. Mm. À savoir que l'armée afghane, bien sûr, en dehors peut-être des forces spéciales qui, elles, allaient vraiment au combat, c'est une armée un peu hétéroclite. Même si elle a reçu des armements, elle a reçu ceci, elle a reçu cela. La réalité aussi, c'est que la guerre en Afghanistan se faisait avec la technologie. Mm. Et cette technologie-là n'a pas été mise à la disposition des troupes de l'armée régulière afghane. Alors, quand les Américains, à partir de la base de Bagram, envoyaient des drones bombardés à gauche, à droite, bref, ils n'étaient pas avec l'armée régulière. Donc, il y a des soldats de l'armée régulière qui ne savent pas ce que c'est un drone. Bon, ils savent peut-être ce qu'un drone peut faire comme dégâts, mais ils ne savent pas comment est-ce que cela se conduit, ils ne savent pas comment est-ce que ça s'utilise. Donc, il y a eu déjà ce cloisonnement entre l'armée afghane qui défait la réalité de la guerre, à savoir que les troupes afghanes, vraiment les troupes au pied, n'ont pas fait la guerre comme il fallait le faire. Comparé
aux talibans qui sont en guerre depuis pratiquement 40 ans, bah, il n'y a pas photo. Hmm. Le départ, le retour des talibans à Kaboul, Mhm, est-ce que c'est un échec cuisant pour Joe Biden, mhm, quoi qu'il ait dit le contraire lors de son allocution d'hier soir, peut-on le mhm, considérer comme un échec pour le parti démocrate et puis Joe Biden qui est à la mhm. Maison-Blanche actuellement? Ben, est-ce un échec? Bien sûr. Bien sûr, beaucoup de mes collègues journalistes ici l'admettent, il faut admettre que c'est un échec. Mais euh, c'est un échec que l'on savait. Comment dirait, c'était un secret de polichinelle. Donc, on savait que l'Afghanistan, c'était un échec. Bon, il fallait juste trouver une sortie honorable. Parce que on peut se rendre compte hein, que depuis 3 ans, hein, depuis déjà l'administration Trump, avait, Alors, c'était, euh, oui, je oui, disais tantôt que c'était l'une des promesses hein, de Donald Trump de quitter l'Afghanistan. absolument, tout à Et, fait. euh, Mm. et d'ailleurs, c'est lui qui a initié le départ des troupes américaines d'Afghanistan. Et déjà, il faut le dire que depuis 2014, hein, les troupes occidentales ont quitté l'Afghanistan. Mhm. Donc, c'est Mais, quelque chose qu'on savait. mais aujourd'hui, Mhm. le même Donald Trump appelle Joe Biden à démissionner. Comment peut-on Bon, l'expliquer? il fait de la rhétorique politicienne, hein, il fait de la rhétorique politicienne, parce que il se dit, c'est beaucoup plus dans la manière dont le retrait s'est fait. Ok. Parce que il y a eu des pourparlers entre les talibans et les États-Unis. Et entre guillemets, il faut le dire, et c'est peut-être une tâche dans ces pourparlers-là, à savoir que les, euh, les Américains n'ont pas amené à ces pourparlers-là le gouvernement Ghani, le gouvernement afghan, pourtant qu'ils soutenaient Euh, comme des enfants. Donc, enfin, je ne dirais pas que c'était des hommes de paille depuis Ahmed Karzai, tous ceux qui ont dirigé l'Afghanistan sous occupation occidentale étaient un peu des hommes très souples ou plutôt trop légers pour la tâche, pour diriger un pays aussi difficile que l'Afghanistan. Bon, on peut critiquer le choix d'avoir souvent soutenu des hommes pas si bien euh, enracinés dans le pays. Mais bon, les Occidentaux, ils ont leur raison. Peut-être ils aimaient avoir des gens qu'ils pouvaient mieux contrôler. Mais, comme je disais tantôt, Donald Trump a tendance à faire de la rhétorique politicienne, mais en même temps, c'est la manière avec laquelle les événements se déroulent. À savoir que on estimait que Joe Biden avait assez de personnalité, s'était assez fait bien entendre par les talibans afin qu'ils permettent quand même qu'il y ait un retrait honorable des troupes et des alliés américains. Mais ça n'a pas été le cas. C'est vrai que quelque part quand même, les talibans, ils n'ont attaqué aucune troupe américaine. Ils n'ont pas fait en rentrant à Kaboul. Il n'y a Ils pas eu sont de rentrés à Kaboul, résistance. Mm. voilà, presque pacifiquement. Et ils n'ont pas attaqué les troupes américaines. Bon, ça c'est une promesse quand même qu'ils ont tenue. Mais ce qui est tout autour, c'est un peu ce chaos-là. À savoir que si à Saigon en 1975, il y avait des troupes qui arrivaient, des troupes armées du Viet Cong qui arrivaient et dont on craignait une vindicte, euh, en Afghanistan, c'est un peu différent, à savoir que les talibans, ils sont là, mais ils n'ont pas commencé à perpétrer des actes assez violents sur des troupes comme les troupes américaines ou alors leurs alliés. En tout cas, pour l'instant, j'ai fait le tour des médias, j'ai enquêté un peu à gauche et à droite, il n'y a pas des exactions militaires de la part des talibans que l'on puisse décrire en cet instant.
même si beaucoup sur place craignent pour leur vie. Mhm. Alors, quel Donc, peut... Oui, allez-y, je vous laisse terminer. mhm. Donc, la rhétorique de Donald Trump, elle est beaucoup plus politicienne et c'est un peu le courroux parce que il y a une classe américaine qui se sent honteuse de ce qui se passe en Afghanistan. Et bien sûr, Donald Trump veut profiter de cela pour se faire entendre. Et ce qui est normal parce que, en bon politicien comme il, il est normal qu'il cherche à utiliser cette débâcle-là pour un gain politique. Mhm. Et quelle peut être maintenant la position de la Russie qui a occupé jadis l'Afghanistan, vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que Mhm, Poutine peut mettre en place des mhm, relations, je dirais, diplomatiques avec un mhm. gouvernement afghan, par exemple, demain? Et sur Avec quoi serait basée cette mhm. relation, selon vous? Bon, il faut déjà comprendre que l'Afghanistan est, je ne dirais pas directement frontalière à la Russie, mais quand on regarde dans le cadre de l'ancienne Union soviétique, hein, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan ou le Turkménistan font partie de ce qu'était l'Empire soviétique. Et ces républiques-là, à savoir les Ouzbeks et tout ça, ils ont des rapports très étroits avec le Kremlin. Alors, quelle sera la donne maintenant il y a un gouvernement taliban qui s'apprête à prendre les rênes du pouvoir à Kaboul? Alors, il y a deux interrogations, hein, parce que le retrait des troupes américaines intervient à un moment où il y a eu avant une rencontre entre Joe Biden et Poutine, il y a quelques semaines. Et sûrement que pendant ces rencontres-là a été discuté ce retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Alors, y a-t-il eu des gages? Je ne sais pas. Et toujours est-il que dans ce qu'on appelle la géopolitique mondiale, il est important de comprendre que la débâcle américaine en Afghanistan, qu'on le veuille ou pas, c'est un gain pour les ennemis des États-Unis. Ennemis, entre guillemets, parce que les Chinois, tout comme les Russes, ne se considèrent pas toujours comme des ennemis, même si ici, de l'autre côté de l'Atlantique, on pense que bon, c'est des pays ennemis qu'il faille contrer coûte que vaille. Alors, puisqu'il y a des faits des États-Unis, forcément, il y a, ne serait-ce que pour l'image, hein, ne serait-ce que pour l'image des États-Unis, une image qui se sent écornée, c'est un gain politique aussi bien pour la Chine que pour la Russie, qui sont considérés comme des ennemis des États-Unis. Alors, est-ce que la relation entre les talibans et la Russie de Poutine sera bonne? Je ne sais pas. Parce que c'est un grand point d'interrogation parce que les talibans sont des gens qui aiment rester incontrôlables. Mhm. Mais ils savent qu'ils vivent dans une région où ils auront besoin, en tout cas, de leurs voisins immédiats. Et c'est dans ce cadre-là que, qu'on le veuille ou pas, ils auront besoin aussi bien de la Russie que de la Chine. Alors, au niveau de la sous-région, ils auront besoin de leurs voisins. Ce qui sous-entend qu'ils seront obligés, tôt ou tard, à négocier avec la Russie ou avec la Chine quand même, qui sont des superpuissances de la région. Pareillement, on peut aussi s'inquiéter, hein, parce que je le disais à l'un de mes collègues hier, que on peut s'inquiéter parce que les talibans sont des anciens alliés des États-Unis. On fait fi de l'ignorer, mais c'est une réalité parce que les talibans, tout comme les moudjahidines qui les ont précédés, parce que les talibans, ils arrivent, le mouvement se forme seulement en 1994, alors que pendant les années, de la fin des années 70 aux années 80, jusqu'en 1994, les principales forces d'opposition à, à l'Union soviétique, hein, ou plutôt au gouvernement pro-soviétique,
en Afghanistan sont les Moudjahidines. Les Moudjahidines dont on connaît par exemple très bien en Occident, hein, le commandant Massoud. Donc, ce sont les Moudjahidines vraiment qui étaient la principale force d'opposition au régime pro-soviétique qui était en Afghanistan. Ces Moudjahidines-là ont été remplacés un peu par les talibans à partir de 1994. Et les talibans qui vraiment ont été, je dirais, j'utilisais le terme anglais, masterminded par les services secrets pakistanais. Parce qu'il y a une très grande, forte filiation entre le Pakistan et, euh, et les talibans. Et cela se voit aussi bien dans la coloration ethnique hein, du mouvement qui est composé de l'ethnie Pashtun, qui a en majorité au Pakistan. Et justement, quelles seront les relations entre le Pakistan et la Russie détermineront sans doute quelles seront les relations entre les talibans et la Russie. Parce que le Pakistan est un peu le grand frère, ou plutôt, je ne sais pas, le parrain, le grand parrain du mouvement taliban. Parce que c'est le Pakistan qui souvent a aidé ce mouvement à se structurer, c'est le Pakistan qui lui a offert des bases arrières, c'est le Pakistan, par exemple, hein, qui a abrité Osama Bin Laden. Parce que, bon, c'est vrai qu'on peut revenir sur l'historique de l'assassinat réel ou pas, ou plutôt d'exécution réelle ou pas d'Osama Bin Laden, parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu la dépouille d'Osama Bin Laden, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On nous dit que sa dépouille a été jetée en mer. Voilà, ben, personne ne l'a vu. Bon, c'était peut-être sans doute un coup politique hein, de l'administration Obama qui voulait marquer les esprits ou bien qui voulait gagner des points politiques. Mais toujours est-il que le Pakistan est l'élément clé pour comprendre ce qui va se passer. Et justement, dans les pourparlers hein, qu'il y a eu à Doha au Qatar, eh bien, il y avait de manière officieuse hein, des délégations pakistanaises, des délégations des services de renseignement pakistanais. Et il est question dans certaines chancelleries occidentales pour les États-Unis, par exemple, d'ouvrir une base militaire au Pakistan. Alors, officiellement, les autorités pakistanaises ont dit non, mais on ne sait pas ce qui se trame. Alors, si c'est l'élément clé, comme je disais tantôt, pour comprendre ce qui va se passer, c'est le Pakistan. Parce que c'est le Pakistan, le grand parrain des talibans, et c'est le Pakistan qui probablement devra manipuler, si je puis dire, un peu la situation. Même si les Afghans, comme je le disais tantôt, restent des gens très nationalistes et qui n'acceptent pas souvent qu'on leur marche sur les pieds. Alors, pour revenir aux dernières scènes qui ont fait le tour de la planète, quand on a vu sur le tarmac à Kaboul tous ces Afghans qui voulaient, par tous les moyens, quitter le pays, on sent tout de même une certaine peur planer au niveau de la population. Est-ce que l'arrivée de ces talibans ne risque pas de déboucher sur une guerre civile au sein d'une guerre civile dans le pays? Oui, déjà, il faut comprendre que ce n'est pas impossible qu'il y ait une guerre civile, mais il faut comprendre, il y aura qui en face? Il y aura qui en face? Il y a quel mouvement qui puisse vraiment revendiquer aux talibans leur légitimité? Bon, il y a peut-être les Moudjahidines, hein, avec le fils du commandant Massoud, qui reste un élément important de la réalité guerrière en Afghanistan. Mais pour le restant de la population, comme on dit souvent, c'est le genre de gouvernement qui amène la révolte. À savoir, si les talibans, qui bien évidemment prendront le pouvoir, si ils continuent à aller un peu dans cette espèce de rigorisme religieux et d'intolérance, il est évident qu'ils vont se créer des ennemis.
Il est évident qu'ils vont se créer des ennemis. Et ces ennemis-là auront probablement des moyens pour continuer la guerre. Donc, si, bon, c'est vrai, depuis un certain temps, certains confrères occidentaux parlent de néo-talibans. Ils estiment que les talibans d'il y a 20 ans ne sont plus les mêmes d'aujourd'hui. C'est vrai, l'effectif s'est renouvelé hein, avec le Mollah Omar qui est mort, je pense, en 2014. Et ben, il y a son fils hein, qui reste quand même dans le directoire du mouvement. Pareil pour le mouvement Akani, hein, le mouvement Akani qui est vraiment, je dirais, une excroissance hein, des services de renseignement pakistanais parce que ceux qui l'ont créé étaient vraiment très, très liés, très, très proches aux services de renseignement pakistanais. Bref, il y a à l'intérieur des talibans déjà un foisonnement de mouvements. Ça, il faut le comprendre. Ce n'est pas toujours un mouvement homogène. Et l'autre clé sera de savoir si ce mouvement-là va vraiment se fédérer comme il faille afin qu'il y ait une certaine paix durable dans le pays. Et donc, je pense que la réponse a deux volets, hein, à savoir que être sûr que le mouvement taliban qui semble hétéroclite, hein, parce qu'il y a plusieurs mouvances qui se sont unis pour la même cause. Pour l'instant, ils sont unis parce qu'ils veulent le pouvoir. Et bien sûr, il y a la manière avec laquelle les talibans vont gouverner l'Afghanistan. S'ils continuent cette rhétorique violente où il faut empêcher les femmes d'aller à l'école, il faut faire ceci, il faut faire cela, je pense qu'ils vont se créer des ennemis. Et en se créant des ennemis, forcément, ils vont se créer des ennemis qui vont essayer de les attaquer sur le terrain militaire. Alors, les États-Unis quittent l'Afghanistan parce que c'est une guerre qui leur a coûté excessivement cher. Je crois que la première motivation, la première raison hein, qui a poussé les Américains à partir, c'est le coût de cette guerre. D'une part, coût financier, mais également humain. Et est-ce que l'OTAN pourrait se substituer aux Américains, l'OTAN qui est le bras armé des Européens? Des Européens. Ah, c'est un peu comme si vous disiez que est-ce qu'il est possible que les États-Unis restent? Parce que l'OTAN fait ce que les Oui, États-Unis exactement. lui disent de faire. Oui, c'est vrai, Bon, c'est vrai, alors, c'est est-ce vrai. que l'OTAN pourrait se substituer aux États-Unis? Bon, il y a déjà eu une force internationale, hein, on a appelé FIAS, Force internationale enfin, j'oublie la définition du sigle. Donc, cette force internationale-là, elle a quitté l'Afghanistan en 2014. Est-ce qu'une force internationale comme celle-là pourrait revenir en Afghanistan? Je ne pense pas. Est-ce qu'une force onusienne pourrait revenir en Afghanistan? Ça aussi, ça reste mitigé parce que euh, l'OTAN, comme les Nations Unies, ont un peu comment je dirais, cette ascendance occidentale qui fait à ce que c'est en général ce que les gouvernements occidentaux veulent qui se passe au Conseil de sécurité des Nations Unies. Bon, c'est vrai qu'il y a la Chine et il y a la Russie qui parfois peuvent mettre un veto, mais en général, je pense que les mois qui viennent, hein, il n'y aura pas de force occidentale en, en Afghanistan, sauf si, bien sûr, il y a un regain de tension. Ce regain de tension-là pourrait forcer euh, beaucoup plus une force d'interposition. On penserait beaucoup plus à une force onusienne. Parce que je ne pense pas qu'une armée de quelque pays que ce soit puisse vraiment encore s'aventurer en Afghanistan de sitôt. Hmm. Ce serait, sauf s'il y a vraiment des tensions, que bon, je pense qu'il serait plausible qu'il y ait peut-être
une force d'interposition, comme les casques bleus hein, des Nations Unies. Mais même ceux-là, ils ne seront pas bienvenus, hein. Comme je vous disais tantôt, les Afghans n'aiment pas avoir des forces d'occupation sur leur territoire. Hmm. Alors, même si on envoie les casques bleus, ce sera la guerre. Ouais. Donc, ah oui. Ouais, alors, tous les objectifs hein, qui ont été poursuivis, Mhm, en 2001, quand les Américains se sont dit on va donc en Afghanistan, on va occuper ce mhm, pays. Euh, Finalement, aucun de ces objectifs n'a été atteint finalement. Et ce qui mhm, explique le chaos que l'on a aujourd'hui. Ce que l'on comprend moins bien, c'est qu'en en 20 ans, mhm, que les qu'ils aient pas parvenu à former une armée, mhm, mettre en place, renforcer les institutions pour que le pays fonctionne plus ou moins correctement. Et c'est en ce sens, au fait, que je parlais au début de cet entretien d'échecs cuisants pour les oui, Américains. ben, Ouais. ouais, l'échec, il était cuisant dès le départ parce que c'est une guerre qui a été mal commencée sur des bases peu évidentes. Et c'est vrai, on accusait les talibans d'avoir donné asile à Osama Bin Laden et d'avoir refusé de le trahir, de permettre qu'on l'extradite. Et bon, et en fin de compte, on s'est rendu compte que Osama Bin Laden n'était pas vraiment en Afghanistan, mais il était au Pakistan, selon l'histoire officielle. Bon, alors, l'Afghanistan a été attaqué hein, à partir d'octobre 2001 et ça a été une attaque rapide, hein, Mm. aussi rapide que la reprise des talibans de Kaboul en 45 jours seulement. Donc, entre octobre et novembre 2001, l'administration Bush fils à l'époque, avait donc lancé des offensives contre les talibans. Et bon, avec la coalition internationale. Bon, ça avait été une victoire assez rapide avec des bombardements et tout ça. Bon, pourquoi, pour revenir à votre question, pourquoi est-ce qu'en 20 ans, on n'a pas pu former, les Américains et les Occidentaux n'ont pas pu former une armée assez importante? Pourquoi est-ce que cette armée-là n'a pas pu défendre l'Afghanistan? Bon, déjà, je vais un peu revenir un peu sur l'un des tweets de Joe Biden hein, qui disait il y a quelques jours que ce n'était pas la faute des États-Unis si l'armée afghane n'était pas capable de protéger son propre peuple. Bon, je pense que c'est du cynisme, hein, parce que nous tous, on sait, pour ceux qui suivent l'actualité et comment est-ce que la guerre s'est passée en Afghanistan, eh bien, c'est que l'armée américaine était dans sa base hein, à Bagram et c'est elle qui pilotait toute la guerre avec la technologie, avec les drones, avec ceci, avec cela. Alors, pendant ce temps, bah, il y avait quelques, quelques instructeurs hein, de l'armée, des armées occidentales qui, de temps en temps, hein, réunissaient quelques civils et, enfin, et leur prodigeaient des rudiments de ce qu'est une armée. Bon, et bien sûr, il y avait des uniformes pour la forme et bien sûr l'armement, parce que bon, les contrats d'armement, il fallait armer l'armée afghane et ces contrats-là, c'était souvent des affaires de corruption, aussi bien ici aux États-Unis avec le complexe industriel militaire Mm. qui s'est, excusez-moi l'expression, qui s'est sucré pendant cette guerre d'Afghanistan. Parce que quand on dit, OK, les États-Unis, le pays a dépensé plus de 1000 milliards
de dollars dans cette guerre-là, on oublie que la majorité de cet argent-là n'est pas simplement allé dans des bombes à 1 million. La majorité de cet argent-là est allé dans ceux qui fabriquent ces bombes à 1 million. La majorité de cet argent-là est allé dans ceux qui fabriquent, dans la poche de ceux qui fabriquent des drones. Et ceux-là qui fabriquent ces drones, qui fabriquent ces bombes à 1 million, eh ben, ce sont les Américains, ce sont des citoyens américains, ce sont des compagnies américaines qui, quelque part, en ont largement bénéficié de cette guerre en Afghanistan. Mhm. Alors, le peuple afghan était un peu, sans être complotiste, hein, parce que souvent on aime accuser des journalistes libres comme nous de complotisme, mais sans être complotiste, il faut comprendre que il y a eu, il y avait eu, il y aura encore probablement ce qu'on appelle l'économie de la guerre, Tout à à fait. savoir qu'il faut créer des guerres, il faut créer des guerres pour avoir des débouchés commerciaux. Mhm. Et la guerre d'Afghanistan s'inscrit dans ce régime, dans ce registre-là. Elle Malheureusement. n'est pas différente. Voilà, Mhm. malheureusement, elle n'est pas différente des autres guerres qui permettent à certaines personnes de devenir beaucoup moins riches. Et, et ce sont ces lobbies-là qui souvent ont encouragé ces guerres. Mhm. Parce que à la fin, on se rend compte que, bon, pour le profane et pour le simple citoyen, on se dit, mais qu'est-ce qu'on est donc allé chercher en Afghanistan? Parce qu'à la fin, on se dit, il y a la défaite, il y a ceci. Non. À la fin, il y a peut-être une défaite. À la fin, il y a peut-être l'image du pays qui est cornée. Mais à la fin aussi, il y a des milliards de dollars qui sont allés dans la poche de certains lobbies américains. Joe Biden l'a dit, hein, il a dit lors de son Mhm. discours que le but des Américains, ça n'avait jamais été de transformer l'Afghanistan, faire de faire de ce pays un pays Mhm. démocratique, un pays à l'image Des États-Unis. Des États-Unis. Je crois il l'a pas caché cela, Mhm. et tout en reconnaissant, tout en étant droit dans ses Mhm. bottes, Mhm. en disant qu'il n'avait aucun regret. Il n'a manifesté, bien évidemment. Bon, on n'attendait Oui, pas non plus il le n'avait contraire de sa part. il n'avait aucun regret de 160 000 morts afghans, ça se comprend. Une boucherie comme celle-là devrait amener des gens quand même à penser, parce qu'il s'agit quand même de 160 000 vies qui ont été fauchées. Et ces vies-là cela aurait pu être évité. Mhm. Et bon, Ouais. je ne vais pas faire la morale hein, aux politiciens, mais en tant que journaliste, en tant qu'être humain, moi, ça me chagrine qu'un président américain dise qu'il exacerbé la Chine, qui quand même euh, partage une frontière de 72 kilomètres avec l'Afghanistan, et cette frontière-là donne directement dans la province du Xinjiang. Et cette province de Xinjiang est une province où la minorité ouïghour a pas mal de problèmes avec le gouvernement central de Pékin. Alors, si terrorisme il y aura en Afghanistan, ce sera probablement parce que sur le jeu d'échecs qui se déroule actuellement dans les grandes chancelleries occidentales et à Moscou, c'est parce que, eh bien, certaines puissances voudront bien utiliser l'Afghanistan comme base arrière terroriste pour déstabiliser certains ennemis de la sous-région. D'accord. Et dernière question, c'est le Mhm. parallèle entre ce qui se passe ou ce qui s'est passé en Afghanistan et les pays africains. Les, euh, est-ce que les Africains sont... il n'y a pas que l'Afrique d'ailleurs, il y a une partie de la Caraïbe, des Antilles. Mhm. Et mais d'une manière Mhm. générale, est-ce que ce sont des peuples qui se conduisent de façon plus soumise, plus, Mhm. plus je dirais, euh, comme un président Mhm. africain l'a dit, peut-être plus pacifique
que les Afghans et qui explique des occupations sur des durées aussi longues et des occupations qui continuent encore aujourd'hui Oui. et qui mettent en échec les Mhm. États-Unis et au-delà des États-Unis les Occidentaux. Mhm. Alors que en Afrique, on a l'impression que c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus difficile. C'est une question de personnalité. Je pense que c'est le même le système en Afrique, il est très bien cadenassé, hein. Il est cadenassé par il y a Les une élites. génération il y a une génération d'élite qui est là depuis la fin des années 60 et cette génération d'élite là, elle est absolument soumise au diktat de la doxa occidentale. Et même si, en même temps, il y a une jeunesse africaine hein, qui, de plus en plus, pousse un peu, force à ce qu'il y ait un changement de paradigme. Et cela, d'ailleurs, hein, ça se voit au Mali, hein, ça se voit au Mali. Et mais il y a encore, ou même d'ailleurs en Côte d'Ivoire, où l'emprisonnement du président Gbagbo a été vécu comme une véritable catastrophe pour les nationalistes africains. Et ça a été un peu une espèce d'élément fédérateur un peu d'un mouvement de pensée du nationalisme africain, ou plutôt du panafricanisme, comme qui dirait. Mais est-ce que cette vieille garde-là restera longtemps dans ce software, dans ce, comment on dit, le mot software en français, j'oublie. Bref, est-ce qu'ils vont rester dans ce Logiciel. schéma-là, Mm. dans ce logiciel, voilà. Mm. Est-ce que, je ne pense pas, parce que il y a des nouvelles données, il y a une nouvelle donne qui, qu'on le veuille ou pas, est en train, va influencer la face de l'Afrique et des Caraïbes. Et cette nouvelle donne-là, elle est visible. Hein. Je pense que cette défaite de l'armée américaine et des armées occidentales en Afghanistan est un peu comme un Dien Bien Phu de 1954. Mm. Vous savez, quand le Vietnam hein, avait défait les troupes françaises à la fin des années 50, eh bien, cela a été un peu combiné, bien sûr, aux autres raisons, hein, comme l'esclavage, du colonialisme et tout ça, combiné Mm. à tout ça, cela a créé un mouvement indépendantiste qui a, d'une certaine façon, libéré une bonne partie, libéré entre guillemets quand même, parce que bon, ça a été des indépendances, mais souvent des indépendances un peu factices, mais au moins il y a eu cette volonté de libération là qui est venue un peu des éléments clés comme la chute de Dien Bien Phu avec la déroute des troupes françaises au Vietnam dans les années 50. Alors, est-ce que la chute de l'armée américaine en Afghanistan va inspirer des mouvements de libération en Afrique, dans les Caraïbes ou dans tous les pays de l'hémisphère sud qui se sentent opprimés, comme Haïti ou bien le Venezuela, eh bien, je pense que cela va influencer encore pour longtemps hein, même les partenaires occidentaux. Parce que quand on voit la manière avec laquelle euh, les collaborateurs de l'armée américaine en Afghanistan ont été abandonnés, quand on voit comment le gouvernement du sieur Ghani, le gouvernement pro-américain, n'a même pas été invité à la table des négociations par les États-Unis. Pendant que les États-Unis négociaient avec les talibans, ils n'ont même pas pris la peine d'inviter un gouvernement qu'ils avaient pourtant soutenu hein, à bout de bras. Cela va marquer les esprits. Et il y a pas mal de personnes qui vont penser que traiter avec l'Occident, c'est quelque chose de très dangereux. Donc, cela va, et d'ailleurs, hein, sur le plan de la géopolitique internationale, cela a fait quelques remous en Chine, hein, où le porte-parole du gouvernement n'a pas manqué hein, de dire à ceux qui collaborent avec l'Occident que
est-ce que cela était une manière de faire? Mhm. Est-ce que cela était une manière de faire? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut lâcher ses alliés, surtout à un moment clé comme celui-là? Donc, cela va, euh, pour longtemps encore, hein, porter atteinte vraiment à la crédibilité euh, de l'Occident et des États-Unis en tête. Merci beaucoup pour ces analyses qui nous ont permis de Mhm, mieux comprendre la situation mhm, en Afghanistan et également pour ces explications qui vont permettre également mhm, à nos auditeurs de mettre en perspective un certain nombre mhm. d'éléments. Et Oui, oui. je pense que désormais, on regardera Mhm, différemment, avec un autre œil, la mhm. situation en Oui. Afghanistan. Oui, oui, bon, oui, je reste ouvert hein, aussi à une suite à cette émission parce qu'il y a beaucoup de choses que le temps qui nous étant imparti étant assez court qu'on n'a pas pu développer hein, donc au cours de cette entrevue. Mais je reste ouvert à une prochaine entrevue si possible où on pourra analyser en profondeur hein, les éléments qui font vraiment à ce qu'il faille regarder ce qui se passe en Afghanistan avec, comment on dit en anglais, avec des binoculaires assez profonds, avec une longue vue assez profonde, afin que l'on comprenne, parce que ce qui se passe en Afghanistan est quelque chose de très, très important. Bien sûr, bien sûr. Pour, en, en cette période de pandémie, en cette période où on a l'impression vraiment que l'Occident donne des signes de faiblesse réels. Mhm. Donc, il y a quelque chose qui se passe en Occident, en Afghanistan, et cela va au-delà de la prise du pouvoir par les talibans. Donc, il faudra, comme on dit en anglais, stay tuned for what is coming next. Merci, c'est noté. Bonne continuation à vous, Hubert Marlin Mhm, Ilengui. Je rappelle que mhm, vous êtes journaliste et que vous êtes basé aux États-Unis. Vous pouvez peut-être nous mhm. rappeler le média pour lequel vous travaillez? Oui, je travaille pour Flashmag, flashmag.net, un magazine qui est axé un peu sur la politique et la culture, parce que nous faisons beaucoup de culture. On fait de la mode, de la musique, du cinéma et bien sûr de la politique et de la justice sociale, bien sûr, parce que bon, c'est vrai que nous avons beaucoup publié hein, sur la condition de l'homme, de la femme et de l'homme noir dans le monde. Donc, nous, chaque mois, hein, nous visitons, nous essayons de représenter ce que des groupes de la diaspora noire du monde font. Donc, nous ne nous focalisons pas seulement sur les francophones ou les anglophones. De temps en temps, nous allons en Colombie hein, voir ce que la diaspora noire de Colombie fait. Parfois, nous allons au Brésil hein, voir s'il y a des artistes afro-brésiliens qui font des choses intéressantes. Nous allons au Venezuela voir s'il y a des afro-vénézuéliens qui font des choses importantes parce que nous estimons que la condition de la femme et de l'homme noir dans le monde, peu importe hein, la langue ou bien la situation géographique, est identique. Donc, il est important que nous puissions raconter leurs histoires afin que les gens comprennent et sachent qui ils sont et ce qu'ils font tous les jours. Merci et à bientôt à vous. Au revoir. OK, merci, au revoir et bonne soirée chez vous. Chez nous, ce n'est que le matin. Bonne, Chez nous, il n'est que 10 heures du matin. bonne matinée alors. Au revoir. Ouais, bah, ouais, enfin, la matinée est entamée déjà. Donc, Bonne euh, fin de matinée, on va bonne dire. fin de matinée. À bientôt. Bon, Au à revoir. bientôt, à bientôt. Très content de vous avoir eu tout à l'heure. Donc, C'est, j'espère que c'est- mes éclairages apporteront une lumière assez suffisante hein, pour que les gens puissent comprendre ce qui se passe vraiment en Afghanistan. Merci encore. Merci, le plaisir était pour nous. Au revoir. Au revoir.